Le 27 juin dernier, la mort à Nanterre du jeune Nel lors d'un contrôle de police avait provoqué, vous vous en souvenez, un embrasement général. 6 nuits consécutives, des épisodes de violence urbaine très intenses dans plus de 500 communes françaises. Au-delà des grandes métropoles, les émeutes avaient touché des villes de taille beaucoup plus modeste qui n'avaient jamais fait face à ce type d'événement. Au total, 722 membres des forces de l'ordre avaient été blessés, 35 sapeurs-pompiers lors des émeutes urbaines de cet été 2023. Alors un exemple peut-être, j'espère que non, parmi d'autres en tout cas questions, comment faire face à la violence urbaine tout simplement quand on est maire d'une ville moyenne ou d'une grande ville? Réponse dans cette émission Quête de sens, en tout cas je l'espère, et sur Radio Notre-Dame et sur RCF, et j'ai la joie de recevoir à nouveau, si je puis dire, mais oui, Raphaël Cognet. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous allez devenir notre maire chouchou. Avec plaisir. Vous qui êtes maire de Mantes-la-Jolie, toujours dans les Yvelines, qui est malheureusement parfois l'observateur, et puis aussi malheureusement le témoin, et puis aussi le témoin, et puis l'acteur numéro 1, celui qu'on attend au tournant dès qu'il y a l'apparition, l'émergence d'une violence, de violence plus ou moins forte, plus ou moins inattendue. Raphaël Cognet, en 2 mots, hein. C'est un peu votre job de faire face à ça quand ça n'est pas prévu. Notre job, c'est de gérer l'urgence, parce qu'on est là pour ça et qu'on est toujours là, donc c'est ce qu'on a fait cet été. Et puis notre job aussi, c'est de travailler, de préparer le long terme et d'essayer de voir comment on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas ou le moins possible. Là-dessus, il n'y a aucune solution miracle, mais les maires, je pense, sont des personnes qui sont là pour essayer de trouver des solutions. Oui, voilà, pour commencer, Raphaël Cognet en face, Philippe Guibert. Bonjour monsieur, bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du service d'information du... Vous avez été Oui, je l'ai été. Directeur du service d'information du gouvernement, collaborateur de nombreuses personnalités politiques. Vous êtes un spécialiste de l'opinion publique, le rédacteur en chef de la revue Medium de Régis Debray, et vous êtes donc là aujourd'hui pour votre dernier livre Gulliver enchaîné, qui est paru aux éditions du Cerf. Alors, Philippe Guibert, c'est vrai que je vous posais la question un peu naïvement et un petit peu avec un air de provocation, voilà, comme je le fais parfois, mais c'est vrai que je vous posais la question, est-ce qu'un maire est un chef politique? La réponse est évidemment oui, et c'est même le premier niveau de la responsabilité politique, on peut le dire. Certainement un de ceux, si ce n'est celui qui est le plus en contact avec les habitants, le plus directement avec les citoyens. Donc oui, bien sûr, c'est un chef politique. Alors les chefs politiques, il y en a... Dans notre pays, il y a 2 chefs politiques qui comptent finalement, c'est le président de la République et puis le maire. Entre Pourquoi les deux... Parce qu'on le voit, le maire, c'est pour ça? Pourquoi vous dites ça? On le voit, on a une relation directe avec lui, comme on l'a... Enfin, elle est beaucoup plus médiatisée avec le président de la République. Mais l'élection... Alors, c'est pas une élection au suffrage universel direct, l'élection municipale, mais ça revient quasiment au même, puisque l'élection par les listes fait qu'en fait, on vote pour une liste dont on sait que la tête de liste sera le maire. Donc, on vote pour une liste, on vote pour un candidat maire. Et puis, bien évidemment, le président de la République, il est élu au suffrage universel direct. Je trouve qu'il y a une relation entre les deux. Parce que, finalement, le constat que je fais dans mon bouquin, c'est que le président de la République perd en autorité, en légitimité, en pouvoir aussi. Alors, je n'ai pas dit que le sous-titre de votre livre, qui est quand même l'essentiel, c'est le déclin du chef politique en France. Voilà. Et donc, il est en déclin d'autorité et de légitimité, et que dans le même temps, à la base, le maire, qui est l'autre chef politique, est de plus en plus vulnérable. Alors parfois même aux agressions physiques. On a eu de tristes illustrations pendant les émeutes que vous évoquiez. Mais plus généralement, il est à portée d'engueulade et à portée de gifle. Alors le président de la République, lui aussi, devient à portée de gifle, ce qui n'est pas bon signe pour lui, parce que normalement, il est en majesté et en hauteur. Ouais. Et donc le fait de se faire engueuler est un signe de perte d'autorité. Mais pour le maire, je pense que c'est aussi beaucoup plus compliqué qu'il y a 20 ans, quand je travaillais avec des élus locaux. Je pense que la situation, c'est compliqué. Je vous regarde, monsieur le maire, en mais disant c'est vrai qu'on n'imagine pas trop le général de Gaulle se faire gifler, par exemple, vous voyez. Non, il était très grand en plus, donc c'était pas facile de le... Mais c'est assez intéressant, ce que vous dites sur... comme s'il y avait je sais pas, un manque de respect, finalement, un manque de... Non, mais il y a un manque de respect généralisé dans notre société. Après, il ne faut pas trop noircir le tableau non plus. C'est-à-dire que les maires se font de plus en plus agresser, mais on se fait très peu agresser quand même. C'est-à-dire que moi, ce que me renvoie ma population, que je croise quasiment quotidiennement, c'est quand même beaucoup plus d'affection que de la défiance. Sinon, on ne pourrait pas se faire ce métier. Bien sûr, les gens nous aiment bien,
globalement, enfin moi je parle de moi, mais de mes collègues maires, ils votent pour nous, ils nous connaissent, ils savent où on habite, ils nous croisent dans nos fonctions, mais aussi dans la ville dans laquelle on habite. Donc du coup, moi je fais ce métier, enfin j'exerce cette fonction plutôt, parce que c'est pas un métier, c'est plutôt une fonction, avec beaucoup de plaisir. Parce que dans les moments difficiles, ce qui rend la vie plus facile, c'est la certitude ou la quasi-certitude d'être compris par une partie de sa population dans ce qu'on veut faire. Sachant que Raphaël Cognet adore les défis, aime beaucoup les défis en tout cas. J'aime les défis et j'aime surtout expliquer, parce que je pense que notre société, le problème de la politique aujourd'hui, c'est que notre pays va globalement pas bien. On sent qu'on n'est pas dans une phase ascendante à tous les niveaux. Je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. Dans des villes très pauvres comme Mende, c'est encore plus vrai, puisque je pense qu'on se paupérise plus vite que la moyenne de la population, puisqu'on est au départ plus pauvre. Donc il y a beaucoup de difficultés. Et le maire est la personne qui peut donner un coup de main. Et quand je dis ça, je ne veux pas parler d'un système clientéliste, mais la personne qui va écouter ceux qui ne connaissent personne et qui ont des difficultés à rentrer en contact avec le monde réel. Et donc, du coup, on est à la fois des assistantes sociales, à la fois des gens qui écoute, et puis à la fois aussi des amis, parce que moi, je vais déjeuner dans des familles, je suis invité à déjeuner, à dîner. Un peu comme monsieur le curé, quoi. Voilà, sans doute, il doit y avoir un peu de ça. Et donc, du coup, on a aussi des moments très forts de fraternité avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés si on n'était pas maire. Moi, je suis un provincial, je suis né à Grenoble, je suis maire de Mantes-la-Jolie. Je ne me serais jamais vu faire une rupture du jeûne dans une famille musulmane, manger un tiep dans une famille sénégalaise, être invité à un baptême dans une autre famille. Donc on a des vies qui font qu'on fait beaucoup de rencontres et que globalement les gens nous renvoient beaucoup plus d'affection que de défiance. Et pourtant des confrères, je sais pas ce qu'on dit, des collègues, enfin d'autres maires s'en plaignent de ces violences, Mais parce que c'est vrai. Il y a quand même une augmentation des chiffres, bien sûr, des agressions contre les élus de manière générale, qui est quand même très impressionnante. On en avait parlé la dernière fois, effectivement. Ça a démarré, je pense, le point de départ, c'est les Gilets jaunes. Ouais. Où il y a eu, alors là, c'était beaucoup les députés en tant que représentants d'Emmanuel Macron qui prenaient, si je me permettez l'expression, pour le président de la République. Mais quand même, les dernières émeutes dont vous parliez, il y a eu des agressions très très graves. Et en dehors même de ces émeutes, il y a des élus qui sont agressés. Le maire de Saint-Brévin a vu sa maison incendiée dans un contexte politique très particulier. Mais tout de même, ce sont des agressions qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Moi, j'ai longtemps travaillé en région parisienne, donc je connais un tout petit peu, mais j'ai travaillé à 30 ans beaucoup avec des élus locaux en région parisienne, dans le Val d'Oise en particulier, et j'ai aucun souvenir de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est de plus en plus vrai, c'est le évident. respect de l'autorité politique, des autorités en général, mais le respect de l'autorité politique, c'est quand même largement dégradé. Ça, c'est une évidence. Moi, je ne minimise pas ça. Je dis juste que moi je suis maire depuis décembre 2017, on est en 2024, j'ai été agressé une fois dans le cadre d'une campagne électorale, mais que globalement, si j'ai été insulté 10 fois, c'est un maximum, et pourtant je reçois beaucoup de monde. Donc ce que je veux dire, c'est que statistiquement, ça arrive peu, même si ça arrive de plus en plus. Alors quand je dis ça, c'est un problème, il faut qu'on le résolve, mais on le résolvera sans doute par des dispositions législatives, mais qui globalement existent déjà. Mais on le résolvera surtout à long terme si on donne aux maires plus de capacité à résoudre les problèmes qu'ils n'en ont aujourd'hui. Alors voilà ce que j'allais dire. Quelle est l'explication ? Pourquoi depuis 20 ans ça s'est autant dégradé ? Alors le manque de respect, très 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 bien. En revanche, Philippe Guibert, si on creuse un peu, là, on reste quand même 52 minutes, c'est une chance. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? En gros, on attend, le maire, pour commencer, à moins de liberté qu'avant, ou au contraire, à trop de pouvoir. Enfin, je ne sais pas quel est le problème. Je pense qu'il a plus de contraintes et il doit faire face à plus de problèmes qu'avant. Je pense que c'est là que ça a changé. Et qu'est-ce qui se passe depuis une quinzaine d'années ? On est face aux crises de la globalisation. Alors, on peut remonter... De la centralisation, c'est ça que vous voulez dire ? De la globalisation. Globalisation, on peut remonter la crise financière et économique et budgétaire qui suit 2007-2008, c'est sous Sarkozy. On est face, sous François Hollande, à une énorme vague de terrorisme qui est aussi une crise de la globalisation, parce que les attentats, ils deviennent l'équipe de terroristes qui tuent au Bataclan et sur les terrasses, ils viennent directement de Syrie. Hein. Et puis on a enchaîné des crises sanitaires, on a enchaîné évidemment des crises sociales. On a une crise écologique qui est déjà là et qui va être de plus en plus importante. Tout ça, ce sont des crises de la globalisation, et les pouvoirs, qu'ils soient nationaux ou municipaux, font face à des crises répétées qui ont des conséquences très concrètes dans la vie des gens, et qui fait que le pouvoir d'un président ou d'un maire est un peu en difficulté face à l'ampleur de ces problèmes. On pourrait parler aussi de la remontée des violences dans la société française. Alain Bauer explique ça très bien dans son dernier bouquin. L'inversion de cycle, on avait une violence qui diminuait
historiquement depuis 5 siècles. Et depuis 15-20 ans, il y a une remontée des tentatives d'homicide, des homicides et des coups et blessures volontaires. Et donc, vous voyez qu'on a une société qui est sous tension du fait de ces crises de la globalisation, avec des violences internes qui montent, des problèmes sociaux qui sont considérables, vous en parliez avec la paupérisation. Et face à cela, les pouvoirs politiques sont quand même en grande difficulté. Alors, on pourrait développer sur le plan national, mais même sur le plan local. Quand vous dites que vous êtes face à une paupérisation, il faut que vous travailliez avec le département qui gère l'aide sociale, il faut que vous travailliez avec les services de l'État qui ont d'autres modalités d'aide et d'autres types d'interventions. Donc sur tous les sujets, vous êtes obligé de vous concerter et coordonner avec d'autres pouvoirs. Et ça rend les choses plus compliquées dans une situation où il y a moins d'argent public. Ah, c'est intéressant, Raphaël Cognet, allons-y. Finalement, si voilà, ça répond, pour commencer un peu à la question comment faire face à la violence urbaine. Est-ce qu'on peut d'abord, est-ce que vous faites face? Est-ce que vous y arrivez seul? Non, si j'ai bien compris, seul, c'est pas possible. Évidemment, il faut différencier deux types de violences. Ce qui s'est passé après Naël, c'est une explosion. À ce moment-là, il n'y a quasiment rien d'autre à faire à part de l'ordre public. C'est-à-dire il faut mettre des policiers dans la rue, des CRS, et contenir les choses pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Puisque les premières victimes en sont les gens qui habitent là, par définition. On est d'accord. On a souvent l'impression que les gens des quartiers n'ont rien à faire de la violence. Ils en souffrent d'abord. C'est ce qu'il faut dire. Quand on brûle des voitures dans le quartier du Val-Fouré, on brûle les voitures des mamans qui sont femmes de ménage à la Sorbonne, à la Défense, et qui se lèvent à 4h du matin pour prendre des bus. Je le répète parce que parfois il y a une espèce de complicité générale, c'est pas du tout le cas. Donc là-dessus, l'ordre public, le maire est là, il est officier de police judiciaire, il anime les services, il est en lien avec le préfet, le commissaire, le ministre de l'Intérieur pour régler le problème. Ça dure 4-5 jours, à Mende ça a duré 3-4 nuits, et à part la première nuit où on était débordés, sinon les choses se sont réglées, je dirais pas facilement, mais assez vite. Puis après, il y a tout le travail sur les causes. Le problème des maires, c'est qu'ils sont à la croisée de toutes les fractures de la société. C'est ça. Donc, quand je regardais sur France 2 l'autre jour, quelque chose sur le logement. Il y a eu un grand format de France 2 sur la crise du logement dans notre pays. Qui souffre de la crise du logement? Ce n'est pas les gens qui gagnent 6 000 € par mois, même s'ils en souffrent un petit peu. Mais ils en souffrent infiniment moins que les gens qui sont à 1 200 €. Les gens qui sont à 1 200 €, ils sont logés ou bien dans des logements pas adaptés, ou bien dans des logements sociaux dégradés, etc., etc. Donc, vous avez un problème de logement. Ensuite, vous rajoutez à ça une crise éducative. Dans des villes comme Mantes, on a mis au même endroit, par le phénomène de ghettoisation que personne n'a souhaité, mais qui est arrivé, des gens en extrême difficulté éducative dans les mêmes écoles. Absolument. Donc, vous avez une crise de logement, vous avez une crise éducative. Vous avez aussi une crise économique et sociale. Au Val-Fouré, vous avez un taux de chômage de la population qui est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Vous concentrez toutes ces crises, vous les mettez au même endroit, ça ne peut produire que de la crise. Je prends souvent un exemple en disant que dans une classe de 30 élèves, si vous avez 25 bons élèves et 5 en difficulté, les 5 en difficulté, ils sont tirés vers le haut. Si vous avez 25 élèves en difficulté et 5 élèves qui vont bien, ils sont tirés vers le bas. On est d'accord. Et nous, le problème qu'on a, c'est ça. Et le deuxième problème qu'on a, c'est qu'en plus, pour faire face à toutes ces difficultés, nous sommes des villes plutôt pauvres. Et quand je dis ça, c'est pas un appel à dépenser plus d'argent public, on va peut-être parler des questions de dette, etc. Je suis conscient en tant qu'élu que les situations, elles sont difficiles, mais on a la double peine. On a beaucoup de besoins et plutôt moins d'argent que les autres. Ce qui fait que tout ça fait que ça forme des cocktails explosifs. Et je trouve honnêtement que les maires des villes que je connais, que ce soit qui ressemblent à la mienne, que ce soit Chanteloup-les-Vignes, les Mureaux, Mantes-la-Jolie, etc., sont des maires qui, auprès de leur population, ont une grosse crédibilité avec une capacité à résoudre certains problèmes. Les gens savent qu'on ne peut pas tout faire, mais ils nous rendent grâce du fait d'essayer au maximum. Avec l'argent que vous avec l'argent qu'on a, qu'on va chercher aussi, parce que c'est une grosse partie de notre job. Et puis surtout avec des priorités. Moi, j'en ai dans ma ville, le logement, l'éducation, et avec la conscience qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, du coup, il faut qu'on se fixe des caps. Et il faut être extrêmement modeste dans nos objectifs et dans notre capacité à les atteindre, parce que il faut arrêter de promettre aux gens ce qu'on ne peut pas faire. Donc moi, je ne fais pas campagne en disant aux gens que je vais résoudre tous leurs problèmes. Vous allez nous expliquer, Raphaël Cognet, c'est intéressant de savoir, je pense que les auditeurs ne le savent pas, comment vous allez chercher l'argent au quotidien? Ça fait partie de votre job. On va en parler juste avant. La question, effectivement, que je voudrais poser à Philippe Guibert, vous êtes un peu notre historien des tendances amoureuses, en tout cas sentimentales, que nous éprouvons par rapport à notre chef de l'État, puisque c'est le thème de votre livre, mais aussi à nos différents chefs politiques. Et au fond, est-ce que le maire avait plus de moyens financiers à une autre époque, et est-ce que du coup par conséquent ça se passait mieux à une époque éventuelle où voilà, il percevait plus de moyens? En tout cas, est-ce qu'il y a eu une époque un peu bénie où les maires de France
J'ai pas connu. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une époque Non, bénie, parce on peut que pas dire ça. si je référence à mes expériences personnelles et professionnelles il y a 30 ans, j'entends encore les élus locaux de l'époque se plaindre du manque d'argent public. D'accord. En revanche, je crois sincèrement que tout ce que vous venez de décrire, monsieur le maire, d'aggravation des problèmes de logement éducatif, de violence, etc., fait que les besoins sont encore plus nombreux. Et que donc Mais les besoins sont plus nombreux. les besoins sont plus nombreux et que Ça, le donc souci. il faut aller chercher encore plus d'argent. Le problématique des villes pauvres est très ancienne. Alors en général, on a essayé d'amoindrir ces problèmes avec de l'intercommunalité. Je sais pas. Une solidarité, en quelque sorte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui revient à essayer d'organiser une solidarité entre des villes un peu plus riches et des villes plus pauvres, de façon à ce que quand on construit des équipements publics, eh bien, les villes plus pauvres aient des moyens équivalents ou en tout cas supérieurs à ce qu'ils auraient s'ils étaient tout seuls. Ouais. Bon, après, ce n'est pas une panacée à tous les problèmes. Je pense que vous nous en parlerez. Ouais. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu pour répondre vraiment à votre question, il n'y a pas eu de période bénie, mais il y a une dégradation de la société Ouais, française. c'est plutôt ça le souci. Raphaël Cognet, c'est ça votre quotidien aussi? J'ajoute juste, me permets Oui, juste d'ajouter allez-y. un mot. On disait que jadis, le maire, c'est le médecin généraliste. On faisait cette comparaison en disant, finalement, le médecin généraliste, comme vous l'avez dit, il voit passer tous les malades. Il voit passer toutes les maladies. Alors après, il ne traite pas tout, mais c'est lui qui oriente, c'est lui qui traite, et en première urgence, et c'est lui qui oriente. Je ne sais pas si cette comparaison que je trouve pas mal. Elle est assez Raphaël vraie. Par définition, un médecin, il voit que des malades. Donc, il ne faut pas qu'il pense que tous les gens Sont de malades. France sont malades. Parce que sinon, on se... Oui, mais vous mais voyez- par contre, c'est vrai que nous, on est beaucoup plus confrontés à des gens qui vont mal qu'à des gens qui vont bien. Voilà. Quand vous n'avez pas de problème, vous allez normalement pas voir votre mère. Donc, c'est aussi une gymnastique mentale qu'il faut qu'on ait. Je dis souvent à mes élus, soyez plus optimistes que ça, parce que par définition, nous, on voit des gens qui vont mal. Après, on a deux sujets, mais que moi, je trouve Ouais. sont sur la table depuis extrêmement longtemps. On a un sujet d'éloignement de la décision du citoyen. Donc ça, c'est un gros problème, parce qu'en fait, ce que veulent les gens, c'est que leurs élus soient connus et légitimes. Or, beaucoup de décisions ne sont plus prises au niveau local, avec les meilleures intentions du monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que personne ne s'est jamais dit on va éloigner volontairement la décision du citoyen, mais en pensant faire mieux à plusieurs, en pensant que l'État doit égaliser tout sur le territoire, on se retrouve en fait à être dans une situation où la personne que vous avez en face, que le citoyen en face de lui, c'est-à-dire le maire, ne décide pas de beaucoup de choses. Alors que je ne décide pas des questions de justice, ça paraît assez logique. Que je ne décide pas des grandes orientations en matière de politique étrangère, je ne le demande pas évidemment. Mais que je n'ai pas plus de pouvoir sur les questions de logement, sur les questions d'action sociale, sur les questions éducatives, sur les questions qui touchent à la vie quotidienne des gens, ça c'est un vrai frustrant, problème, c'est c'est frustrant. très frustrant. Mais ça vient aussi, il faut en être conscient, de la Ouais. passion française pour l'égalité, dans laquelle on pense que dès que l'État s'occupe de quelque chose, on va réussir à faire la même chose partout. Or, à Mantes, on ne peut pas faire la même chose que partout, puisque nous ne sommes pas partout. Nous sommes dans un lieu où il y a des difficultés financières et des difficultés particulières. Ce qui fait que l'État compense ça en mettant en place des dispositifs dérogatoires. C'est ce qu'on a par exemple sur la politique de la ville. Moi, j'ai la cité éducative qui nous donne des moyens supplémentaires. Mais en fait, le problème demeure que quand les gens viennent nous voir, bien souvent, ils nous posent une question à laquelle nous ne sommes pas capables de répondre, ou en tout cas pas immédiatement. D'accord. Si on vient me voir en me disant « Monsieur le maire, j'ai un dépôt sauvage rue Saint-Bonaventure », je suis capable d'envoyer une équipe pour régler le problème de dépôt sauvage. Mais En si par revanche- contre, la politique de logement, mon influence est quasiment nulle. Bon, et donc ça, vous c'est avez- un Ça, vrai c'est quand problème. même terrible. Vous avez les permis de construire quand même. Oui, eh bien, mais, juste avant de revenir au permis de construire, si vous permettez, il y a Serge Rachmaninov qui attend à la fenêtre, qui fait toc 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 avec son prélude numéro 6 en mi bémol majeur. À tout de suite.
Et voilà, Jean-Philippe Collard au clavier pour ce prélude numéro 6 en mi bémol majeur de Serge Rachmaninoff. De retour dans cette émission Quai de son sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment faire face à la violence urbaine? Tout simplement quand on est maire, M-A-I-R-E bien évidemment. Raphaël Cognette avec nous, lui qui est maire de Mantes-la-Jolie, et Philippe Guibert qui vient avec son ouvrage Gulliver, enchaîner le déclin du chef politique en France aux éditions du Cerf. Lui qui connaît bien le monde politique, qui a été directeur notamment du service d'information du gouvernement, qui a accompagné notamment des élus locaux. Vous souhaitiez, alors on s'est quitté sur l'histoire des permis de construire. Philippe Guibert, vous souhaitiez rebondir en tout cas à ce qui a été dit par notre ami Raphaël. Est-ce que le fait qu'en France on a multiplié les niveaux, parce qu'il y a le maire, il y a souvent de l'intercommunalité, donc ça fait un niveau supplémentaire qui peut avoir des avantages. Hein. On a le département. Et on a le conseil régional, la région, qui s'est beaucoup éloigné depuis le redécoupage des régions en 2013 ou 2014. Et puis on a l'État, évidemment, comme vous le disiez. Et donc, est-ce que ça ne complique pas énormément votre travail quand vous devez concerter, coordonner, essayer d'aller chercher de l'argent au sein de l'État, au sein des conseils régionaux, au sein des conseils départementaux, tout en tapant à la porte de l'intercommunalité? Très bonne question, Raphaël. Comment allez-vous chercher l'argent? Moi, je considère que c'est un des très gros problèmes qu'on a dans la société aujourd'hui. Alors, quand vous dites ça, vous rentrez sur un terrain glissant, parce que dès que vous dites qu'il faut supprimer une strate, vous vous fâchez avec tous les élus de la strate qui vous expliquent que la strate est indispensable. Donc moi, je ne suis que maire et vice-président de mon intercommunalité. J'ai présidé mon intercommunalité pendant 1 an et demi, donc je dis ça avec beaucoup de modestie, parce que quand je l'ai présidé, j'ai pas réussi forcément à faire ce que je voulais faire. Le sujet numéro 1, c'est que le fait que des communes se regroupent pour exercer ensemble des compétences qu'elles ne peuvent pas exercer seules, ça existe depuis la nuit des temps. C'est pas venu avec l'intercommunalité. Avant les intercos, il y avait des syndicats qui géraient les ordures ménagères, de l'électricité, des ordures ménagères, etc. Bon. Quel est le problème aujourd'hui? C'est que vous êtes obligé d'adhérer à une intercommunalité et les compétences sont fixées par la loi et sont obligatoires en fonction du niveau d'intercommunalité que vous choisissez. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais en fonction que vous soyez une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine, une métropole, la loi vous impose des compétences. Ce qui fait que, pour vous prendre un exemple typique, moi, dans ma vie, je suis dans une communauté urbaine. Donc la voirie, la rue est de compétences communautaires. Ce qui fait que je n'avais pas autorité sur les services de propreté qui exercent dans ma commune. Je me suis mis d'accord avec la présidente de l'intercommunalité pour récupérer cette compétence. Mais ça veut dire que quelqu'un vient vous voir en vous disant « Monsieur le maire, ma rue est dégueulasse ». Vous êtes obligé Vous n'avez pas autorité sur la personne qui balaye la rue pour lui dire « Est-ce que ton travail est bien fait ?» etc. On en est à ce niveau-là. Et ce que je dis là, beaucoup de maires le disent. On a cru en plus que l'intercommunalité allait faire dépenser moins. Dans les faits, ça fait dépenser plus. Pourquoi? Parce que vous avez des niveaux différents, des technostructures différentes qui se superposent les unes aux autres, que pour faire une réunion, au lieu d'être 3 autour de la table, il faut être 12, donc du coup ça prend du temps collaborateur, etc. Donc ça ne produit, à mon avis, rien de positif. Donc on a un très gros chantier là-dessus. Le paradoxe de tout ça, c'est que toutes ces lois ont été votées par des députés qui étaient maires à l'époque. Et quand on nous explique que le fait qu'on ne cumule plus les mandats est une catastrophe démocratique parce que les maires ne sont plus à l'Assemblée, que donc les députés sont déconnectés, etc. Moi, je constate que beaucoup des difficultés qu'on a autour de l'intercommunalité ont été votées à un moment où les députés étaient en même temps maires et il y avait un très gros cumul des mandats. Donc, ce que je dis, moi, c'est que ça, c'est à mon avis une réforme prioritaire. C'est une réforme qui n'intéresse personne. Quand vous dites à des députés, ils vous disent « Oui, mais on a déjà fait plusieurs lois sur le sujet, on tâtonne, etc. » Mais c'est urgent de décentraliser, y compris au niveau local, les décisions pour faire en sorte que les maires, qui sont à peu près le seul élu qui a encore un peu de légitimité démocratique, puissent exercer plutôt plus de compétences que pas assez. Charge après aux maires de regarder ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls et de se mettre d'accord. On peut faire de l'intercommunal avec ses voisins. Moi, j'ai beaucoup de relations avec mes voisins, sans faire de l'intercommunalité. Et ça, c'est quelque chose qui va être très long à changer parce que la direction qui a été prise depuis 30 ans dans notre pays est mauvaise. Petite incise, il y avait une réforme Sarkozy qui n'a jamais été mise en place, qui était la réforme du conseiller territorial, c'est-à-dire qu'on devait élire en même temps le conseil départemental et le conseil régional. En gros, ça devait être la même personne. Je trouve que moi, personnellement, c'était une très bonne réforme qui aurait fait qu'on aurait des élus locaux qui géraient un petit peu les échelons du dessus et qui étaient une unité de personnes. Elle a été votée puis abrogée avant d'être mise en place. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, à mon avis, ça allait dans la bonne direction. Ouais, effectivement, trop de normes, tu le travailles, en fait. Oui, tous les étages. Il y a une bureaucratisation. Et donc une sorte de surenchère aussi aux dépenses, comme vous le disiez, parce qu'on pensait faire des économies, et puis en réalité, on n'en fait pas, et même au contraire. Après, je remarque une chose en tant que
j'étudie beaucoup la chose politique et électorale, c'est les taux d'abstention quand même qui ont augmenté. Alors, ils augmentent à tous les échelons. Sur la présidentielle... Pourquoi vous parlez de ça? C'est intéressant. Parce qu'il y a une perte d'autorité, il y a une perte de légitimité aussi de l'autorité politique. Quand vous avez 50% d'abstention à Paris, intramuros, la ville de Paris, il y a 50% d'abstention. Et donc ça rejaillit forcément sur la légitimité de notre maire de Paris. Parce que quand elle prend des décisions... personne n'est content, mais en même temps, personne n'a voté. Personne n'est content, mais personne n'a voté. Et donc, c'est très compliqué. Mais je remarque simplement qu'au deuxième tour d'une présidentielle, quand c'est entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a quand même 30% des gens qui ne s'expriment pas, c'est-à-dire qui s'abstiennent ou qui votent blanc ou nul, ce qui est considérable pour un deuxième tour de présidentielle. Qu'au premier tour de la présidentielle, on descend, on était à 80%, on est en train de descendre vers les 70% de participation. Qu'au niveau des législatives, on est passé en dessous des 50%, et que dans les élections locales, qu'il s'agisse des municipales, des départementales et régionales, on est souvent à 50%. Alors, c'est un peu plus fort la participation dans les petites villes, mais aussitôt qu'on monte dans les grandes villes, la participation, elle baisse très nettement. Alors, nous n'avons pas de psy à table, mais est-ce qu'on pourrait dire que tous ces abstentionnistes constatent et ressentent une espèce d'impuissance devant cette impuissance? Est-ce que c'est un peu ça? Je l'analyse comme ça. C'est que les citoyens ressentent confusément, consciemment ou inconsciemment, la perte de pouvoir. Et donc, ils se disent, finalement, d'aller voter, ça ne changera pas ma vie. Et que le politique a perdu en capacité de changer la vie, y compris les maires qui, pourtant, ont un impact sur la vie quotidienne des gens. Mais je pense qu'en 30 ans, en 40 ans... Mais de moins en moins, quoi. Ils ont perdu pour toutes les raisons que vous disiez. Le médecin généraliste devient, je sais pas... Il devient moins qu'un médecin. Oui. Il y a aussi au phénomène aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de sentiments collectifs. C'est-à-dire que moi, une des choses qui m'effraie le plus dans notre société actuelle, c'est vraiment que quand vous parlez aux gens d'intérêt général, de commun, de projet commun, etc., la plupart des gens vous répondent intérêt individuel, ma rue, mon quartier, la ville, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Et je pense qu'il y a aussi un peu de ça dans l'abstention, c'est-à-dire, en gros, je ne me sens pas participer à un projet commun, je m'en fiche, quel que soit le président, de toute façon, il ne changera pas ma vie, ça c'est une première phase, et puis aussi, ça ne m'intéresse pas, en fait, de prendre une heure de mon temps pour aller voter pour quelque chose qui ne me concerne pas moi directement. Moi, je fais des réunions de quartier, par exemple, j'en fais entre 8 et 10 par an dans ma ville, donc en hyper proximité, ma ville fait 42 000 habitants, on divise, et donc on est vraiment très proche. On a du monde qui vient. J'essaye à chaque fois de remettre un peu de collectif, en disant, je commence toujours par un point budgétaire. Voilà comment est dépensé votre argent, etc. Mais dans une salle, vous avez beaucoup de personnes âgées qui vous disent, mais moi les crèches, monsieur le maire, j'en ai rien à foutre. Vous avez des jeunes parents... Leurs petits-enfants, ça les intéresse pas? Ils habitent pas là, donc voilà. C'est ça. Deuxième chose, moi, monsieur le maire, je suis au contraire un jeune couple avec enfants. Les sorties seniors, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est très difficile de créer du commun. Alors, comment vous le créez? En essayant de montrer que vous en faites un peu pour tout le monde et que vous êtes à équidistance de tous les intérêts, et que surtout, votre liste, parce qu'une municipale, ce qui est sympa, c'est une élection de liste, donc vous êtes plusieurs à faire campagne, représente tout le monde. Dans une ville comme Mende, c'est important que la liste aux élections municipales, il y ait des gens qui viennent de toutes origines, qui aient tous les âges, etc. Évidemment, la parité est obligatoire, mais ça, c'est très important parce qu'il faut que chaque citoyen puisse se reconnaître ou bien dans le maire ou bien dans un de ses colistiers. Ça fonctionne là pour l'instant chez vous, ça? Ça fonctionne bien parce que Mende est une ville de diversité, donc notre liste est une liste de diversité. Est-ce que je peux vous demander le pourcentage d'abstention au Val-Fouré? Alors, il est plus fort qu'en centre-ville. J'ai en tête que moi, sur ma dernière élection municipale partielle, donc c'était en dehors du calendrier électoral, on a eu 43% de participation, ce qui pour une partielle est un très fort taux de participation, puisque c'est en dehors du calendrier. Voilà. Au Val-Fouré, on a certaines élections où on a 60% d'abstention. Là, pour les prochaines élections européennes, je pense qu'on frôlera les 60-70% d'abstention dans certains bureaux de vote. L'européen, ça c'est évident. Pourtant, le Parlement européen, le niveau européen, la confusion des pouvoirs, l'addition des pouvoirs, des niveaux de pouvoir affaiblit chaque pouvoir. Néanmoins, les élections européennes, le Parlement européen, c'est un vrai enjeu. Je parle dans l'esprit des citoyens français. Oui, bien sûr. Ils voient ça comme une espèce de strate en plus, complètement de la tour d'ivoire, quoi. C'est la tour d'ivoire de l'Europe. Et en même temps, on n'arrête pas de se plaindre de l'Europe à longueur d'année. Et en même temps, on s'en plaint. En disant qu'ils ont trop de pouvoir, ou qu'ils n'ont pas le bon pouvoir, ou qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. Mais moi, je trouve que le chiffre que vous avez donné est fascinant. Enfin, il n'est pas propre. Il n'est pas propre au Val-Fouré. On va pas. Mais ça parle, ça dit quelque chose. Vous vous rendez compte, 60 à 70% de l'abstention, ça veut dire que la majorité de la population ne se sent pas partie prenante
des décisions qui se prennent au niveau local ou au niveau national ou au niveau européen, puisqu'on parle des élections européennes. Alors là, c'était sur les européennes. Sur les autres élections, c'est plus faible, mais ça augmente régulièrement. Et c'est très inquiétant. Il n'y a aucune solution court terme pour faire ça. C'est pas en rendant le vote obligatoire qu'on va le résoudre. Par contre, je pense qu'il n'y a que des solutions de long terme. Et une des solutions de long terme, c'est effectivement de décentraliser massivement notre pays pour faire en sorte que les élus au contact aient plus de pouvoir. Ceci dit, je dois dire aussi que la centralisation est une valeur qui traverse la gauche et la droite aussi. Il y a à droite, c'est notre histoire politique, bien sûr. Il y a une droite construite par l'État, décentralisatrice. Un roi et on lui coupe la tête. Exactement. Voilà. Oui, mais après, Napoléon construit un État très centralisé. C'est vrai. Et ça commence à se voir parce qu'en fait, comme dans nos vies quotidiennes, on est capable d'avoir des réponses très rapides sur beaucoup de sujets. Pour commander un pantalon, pour acheter quelque chose, etc. En fait, il y a un décalage de plus en plus fort entre la réalité quotidienne des gens qui trouvent que tout est plus simple et la décision politique qui, elle, est de plus en plus compliquée. Et ça commence à se voir vraiment. Le symptôme, c'est la violence urbaine. À la fois ce que vous avez dit avant et ce que vous venez d'évoquer sur l'absentéisme et le... La violence urbaine, c'est le symptôme d'une partie de la société qui va mal, qui ne se sent pas appartenir à une identité commune, on va le dire de façon un peu rapide, et qui pense que dans la violence, elle va obtenir des choses qu'elle n'obtient pas par les voies normales. Il y a aussi un très gros problème autour, qui a été identifié par tout le monde, mais moi j'ai fait le diagnostic le plus longtemps dans ma vie aussi, c'est la parentalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on remet les parents au centre de l'éducation de leurs enfants et comment est-ce qu'on les responsabilise là-dessus. Je rappelle quand même que pendant longtemps, on a considéré que l'école était là pour arracher les enfants à l'éducation de leurs parents et en tout cas que les parents n'étaient pas les bienvenus à l'école. Donc, moi, ça avait des avantages. Ça avait des avantages. Par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est ça. Bien sûr, mais ça a aussi des gros inconvénients, c'est que l'école n'est pas le sous-traitant de l'éducation. Pas une nounou, quoi. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve les bons niveaux. Il faut qu'évidemment, on aide beaucoup mieux et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort les familles en difficulté pour qu'elles ne s'enfoncent pas dans la difficulté. Et en même temps, il faut aussi dire aux parents qu'ils ont des responsabilités. Le garde des Sceaux l'avait dit à un moment, et que quand on fait des enfants, quand on a des enfants, c'est pas la loi, mais la normalité, c'est de les éduquer le mieux possible. Ce qui est fascinant dans un quartier comme le Val-Fouré, c'est que vous avez des familles qui sont exactement dans les mêmes conditions sociales, dans lesquelles vous avez 4 enfants qui tombent très mal, et sur le palier d'en face, dans la même école, le même logement, la même catégorie socio-professionnelle, 4 enfants diplômés et qui vont réussir à entamer un parcours de vie. Donc, les parents, c'est l'axe majeur de progrès qu'on a. Quand j'ai dit ça, j'ai mis le doigt sur le problème. Je suis bien en peine de vous donner des solutions faciles. Eh bien, écoutez, juste avant d'entendre, évidemment, Philippe Guibert qui range son frein, j'invite Né sous la même étoile, si vous le permettez, de Ayam, chers amis. À tout de suite. Et voilà pour Ayam et Né sous la même étoile, en parfaite adéquation avec ce que vient d'évoquer Raphaël Cognier, maire de Mantes-la-Jolie, ainsi que Philippe Guibert, qui vient avec son livre Gulliver enchaîner le déclin du chef politique en France, édition du Save. Et c'est vrai que nous avons en fait déambulé dans cette émission et nous sommes arrivés tout simplement, nous sommes retombés sur le socle. Je ne pensais pas qu'on allait y passer autant de temps, mais en fait c'est peut-être ça, la base. Et c'est vrai que j'entendais, je ne sais plus quel homme politique, ce matin sur une radio concurrente et qui évoquait le déficit d'autorité parentale à l'origine de bien des maux. Emma Huix, et j'imagine que ça doit se manifester sous bien des formes dans différentes villes de France et en France tout court. N'est-ce pas, messieurs ? La faillite parentale, qui veut parler ? La faillite parentale. Non, mais les parents sont pris dans des injonctions contradictoires qui sont renforcées dans des ménages pauvres, des milieux populaires, dans certains de vos quartiers certainement. Mais ils sont pris dans l'injonction qu'il faut travailler pour mieux gagner sa vie, et qu'en même temps, on passe moins de temps avec les enfants pour les éduquer. Et donc, en même temps, on a besoin que les enfants réussissent leurs études pour assurer leur avenir. Compliqué, et donc, tout ça. On fait pression sur les professeurs. Je vous racontais l'anecdote qu'a connue ma fille, prof de philo dans un lycée où une mère de famille l'a quasiment gueulé parce qu'elle avait mis un 0 à un élève qui avait fait du pur plagiat sur Internet, sur un sujet. Juste normal de ce qui est la moindre des choses. Et puis dans l'enseignement supérieur, le plagiat, ça peut même vous exclure. Absolument. Mais que des parents qui sont des gens sûrement par ailleurs sympathiques, réagissent comme ça,
Ça veut dire que par rapport à l'éducation de nos enfants... Enfin, réagissent comme ça, on peut peut-être préciser, parce que vous ne l'avez pas précisé aux auditeurs, c'est-à-dire... La mère de famille a engueulé etc. La prof, en l'occurrence ma fille, pour lui avoir dit, vous n'avez pas le droit de lui mettre 0, vous auriez dû lui mettre 5. Oui, mais madame, elle a juste recopié Wikipédia ou autre. Et donc, on en arrive à des aberrations de cette nature où des parents n'arrivent plus à gérer leur... À reprendre le pouvoir eux-mêmes, en fait. À reprendre le pouvoir, finalement, parce qu'ils sont dans leur contradiction entre le temps qu'ils consacrent à leurs enfants et le temps qu'ils consacrent à leur travail. Mais moi, je voulais vous poser une question sur votre expérience de mère dans votre ville à propos des émeutes. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que je n'ai pas réussi à trouver dans ces émeutes un sens et une revendication politique, ni même religieuse. Et que là, on a été face à un déchaînement de pure violence très fulgurante et très intense, plus intense qu'en 2006, 15 ans, une grosse quinzaine d'années auparavant. Ça a duré moins longtemps, mais ça a été beaucoup plus intense. Et j'ai pas vu de revendication. C'est-à-dire, vous disiez les émeutes, finalement, c'est le résultat de quartiers en crise, et c'est une façon de vouloir s'approprier ce qu'on n'a pas autrement. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient s'approprier, à part casser? C'est un enfant qui casse ses jouets. C'est un peu l'impression que j'avais eue, moi, à l'époque. Je pense qu'on a dit tout à l'heure que la société est de plus en plus violente, en soi. Et donc, du coup, il y a des explosions de violence qui n'ont aucun sens et aucune revendication. Moi, quand je dis que c'est un symptôme de quartiers qui vont mal, c'est pas parce que... Enfin, il faut être clair, c'est pas une excuse. On a beaucoup de difficultés. Donc, du coup, c'est normal que ça pète, entre guillemets, pardon pour cette expression, chez nous plutôt qu'ailleurs. Parce que nous, on a une concentration de gens en extrême difficulté. Mais même quand ça pète, il y a très peu de gens qui sont dans la rue en train d'incendier des voitures. Au Val-Fouré, il y a 22 000 habitants. Nous, les émeutiers, c'est 100 personnes maximum. Donc, là aussi, je veux tordre le cou à une idée largement répandue, qui est que tout le quartier, c'est vicieux. Dangereux. La plupart des gens, ils veulent la même chose que tout le monde. Ils veulent se loger correctement, aller travailler, que leurs enfants fassent des études, etc. Sauf que, à ce moment-là, il y a une explosion. Très difficile à gérer parce qu'elle est soudaine, brutale. Les réseaux sociaux ne nous aident pas puisque ça permet aux émeutiers de se coordonner, etc. Et donc, il y a des choses qui sont quasiment imprévisibles. Mais je suis d'accord, il n'y avait absolument aucune revendication dans ces émeutes. Et dès le lendemain, c'est la gueule de bois pour tout le monde, parce que quand vous mettez le feu à une mairie de quartier, comme il y a eu à Mantes-la-Jolie, où on a une mairie qui a été incendiée, bah, la première pénalisée, c'est la maman qui attendait son passeport, c'est la fille qui attendait sa carte d'identité, et c'est le gamin qui ne pourra pas s'inscrire à l'école. Donc, vous voyez, ça n'a aucun sens, aucune légitimité, aucune revendication. C'est une pure violence. C'est quoi ? C'est une pure violence gratuite, résultante d'un phénomène de groupe, et qui fait que ce jour-là, on va faire ça sans trop réfléchir, et dès le lendemain ou dès surlendemain, on se dit, bah, en fait, on n'aurait pas dû le faire. Voilà. Mais l'actualité est aussi faite qu'on passe à autre chose, etc. Donc c'est pour ça que essayer de le comprendre est très compliqué. Par contre, essayer de se dire comment on s'en prémunit à long terme et selon quels outils, il n'y a pas d'outils simples. Vous n'avez pas le choix de ne vous poser que cette question-là, parce que vous n'avez pas le choix, vous n'êtes pas... Alors, encore une fois, il y a l'urgence de la situation. La nounou de la France. On a passé 4 jours dehors à essayer de coordonner les choses, etc. Et puis après, on se pose et on se dit, bon, bah, comment faire en sorte que ça se reproduise le moins possible. Et ça pourra se reproduire ou pas ? Bien sûr que ça pourra. À votre avis, vous le ressentez ? Bien sûr. Alors, je dis pas... Il y a eu un avant et un après Non, il y a eu des grosses émeutes dans les années 90, il y en a eu dans les années 2000, il y en a eu dans les années 2010, il y en a maintenant, sauf qu'elles sont à l'image de la société. C'est-à-dire qu'avant, les gens descendaient dans la rue, revendiquaient des slogans, disaient on veut telle chose. Maintenant, c'est de la pure violence gratuite. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'impunité ? Philippe Guibert. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'autorité... c'est arrêté à un moment donné. C'est à la fois entraîner et contraindre parfois, et voire même punir. Alors si ce n'est que de la punition, c'est l'autoritarisme. Mais l'autorité sans qu'il y ait sanction, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'impunité, notamment chez les mineurs ? Il y a une inconscience de la part d'un jeune de 14 ans de se dire qu'il ne réfléchit pas forcément à ses actes parce qu'il a 14 ans et qu'il se dit dans un phénomène rouge, il le fait sans réfléchir. Et puis après, il y a effectivement un manque de réponse. Alors, sur les émeutes, la réponse pénale a été assez forte quand même, moi je dois le dire, parce que j'avais assisté à des réunions, notamment autour de la Première ministre, qui nous avait expliqué un peu les sanctions, etc. Donc il y a eu des réponses. Mais globalement, dans notre société, il n'y a pas assez de réponses judiciaires. Et quand je dis ça, je ne dis pas que les gens ne sont pas assez punis, parce qu'en fait, notre justice punit. Mais elle punit trop tard. Trop tard. Trop lentement. Et donc, en fait, les gens s'habituent à tomber dans la délinquance. Et quand les premières réponses pénales tombent, les faits ont 3, 4, 5 ans, etc. Les causes, je ne les connais pas assez de juges, pas assez de greffiers. Tout ça est sur la table depuis des années. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre justice, elle est toujours à contre-temps. Il vaut mieux taper fort tout de suite c'est ça. que d'attendre et taper moins fort ou fort
des années après, parce que la réponse n'a plus de sens. C'est exactement comme quand vous dites à quelqu'un, tu as le droit de venir en France, mais tu n'as pas le droit de travailler. Et ça n'a aucun sens. Et donc, moi, je milite pour qu'on ait une justice de proximité qui soit beaucoup plus efficace, parce que... Là aussi, il y a des strates, c'est ça que vous êtes en train de nous raconter? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que la justice, elle a ses priorités, ses priorités, elles changent, et ce qui est normal, et que, du coup, elle n'a peut-être pas les moyens, je suis incapable de le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous amenez un jeune à un commissariat parce qu'il a brûlé une voiture, etc., en période d'émeute, il va éventuellement passer en comparution immédiate, être sanctionné tout de suite, parce que là, il y a des directives pénales fortes qui sont données par le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, etc. Ouais. Mais la plupart du temps, il faut 4, 5, 6 infractions avant de se retrouver réellement contraint et puni, ce qui fait que vous vous installez tranquillement dans un système qui consiste à dire que vous allez faire de la délinquance et vous allez presque en faire votre métier. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est un peu une culture française qui est que on s'occupe des choses au bout d'un moment, on est lent dans tout et donc notamment là-dessus. Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est vrai ça dans l'histoire? En tout cas, il y a des pays où on frappe beaucoup plus fort dès le premier acte de délinquance. Aux États-Unis, ça se passe comment par exemple? Alors aux États-Unis, je peux pas vous dire, mais par exemple dans les pays nordiques, j'ai l'impression qu'il y a une sanction pénale qui va beaucoup plus vite au début, et ce qui fait qu'en fait, parce que contrairement à ce que pensent les gens, il y a très peu de récidives. On a l'impression que les gens, un jeune qui commet un acte pénal, si vous le sanctionnez vite, vous avez beaucoup plus de chances qu'il ne récidive pas. Et quand je dis sanctionner vite, il ne s'agit pas de mettre à tout le monde 2 ans de prison ferme. Donc, psychologiquement, il sait que, attention, si tu... c'est comme un enfant, pardon. On a tous des enfants. Un enfant... Il y a une part de dissuasion. Voilà, si tu le laisses faire 3 bêtises avant de sanctionner la 4e, ça marche moins bien. Avec un cheval, c'est 3 secondes. Non, ça y est, je vais avoir des mails. Voilà. Non, mais si vous ne sanctionnez pas au bout de 3 secondes, c'est fini. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... En tout cas, moi, ça me semble être du bon sens. Ouais. On sanctionne tout de suite, de façon proportionnée, et on met en place des mesures éducatives qui vont bien tout de suite. On n'est pas capable de le faire, et résultat, les gens s'installent dans une forme de marginalité délinquante et d'impunité, qui fait qu'au bout d'un moment, les gens impunis deviennent les modèles, puisqu'ils te disent, moi je prends ce qu'il y a à prendre dans la société. Délétère. C'est totalement délétère. Lascar qui devient un peu le tyran. Exactement. Et pour ceux qui restent en dehors de la délinquance, c'est terrible comme leçon. Exactement. Ouais. C'est terrible, c'est complètement délétère pour l'ordre social. Parce que finalement, on n'est pas incité. Alors en plus de ça, s'ajoute quand même les trafics de drogue qui ont pris une importance dans notre pays considérable. On parle beaucoup de Marseille, mais il y a beaucoup d'abord dans la plupart des métropoles, mais aussi dans la plupart des villes moyennes et de plus en plus dans les petites villes. On a des trafics de drogue qui portent une culture de la violence. Est-ce que ça joue, à votre avis, un rôle d'accentuation, d'accélération de la violence, de la perte de sens? Parce que finalement... j'entendais un spécialiste qui disait un chouf, celui qui fait le guet, il peut gagner 3 000 € par mois. C'est-à-dire plus que la médiane des revenus en France pour des gens qui sont salariés et qui travaillent, qui doit être aux alentours de 2 000 €. Donc un gamin de 16 ans qui est en échec scolaire, qui fait le chouf dans un trafic de drogue, il peut gagner 3 à 4 000 €. C'est un modèle pour, évidemment, ces... Vous vous rendez compte les effets. Est-ce que ça joue dans votre ville? Ça joue. Alors moi, je précise, à Mantes-la-Jolie, il n'y a pas de zone de non-droit. C'est-à-dire que moi, en tant que maire, je peux me promener partout dans ma commune. Il n'y a pas de barrage urbain. Enfin, je dis ça parce que souvent, les gens ont l'image du film Bac Nord avec des flics qui ne peuvent pas rentrer dans les quartiers, etc. Moi, la police... C'est vrai qu'on peut à Marseille. Ça peut l'être à Marseille, mais je ne connais pas Marseille. Chez vous, c'est pas le cas comme du ça que ça tout. fonctionne. C'est-à-dire que moi, je me promène partout. Mes élus aussi. La police intervient partout. Vous avez peur ou pas, parfois? Non. J'ai peur. On n'est jamais à l'abri de croiser quelqu'un mais j'ai pas plus peur à Mantes-la-Jolie qu'à Châtelet-Léal. Vous voyez, donc je ne me sens pas en insécurité dans ma ville. On a des points de deal, plutôt moins qu'ailleurs, parce que je pense qu'on est plutôt une plaque logistique, nous, de la drogue, plutôt qu'une ville de vente. Mais c'est évident que la drogue pourrit tout. La drogue, d'ailleurs, en dit long sur l'état de notre société. Bien sûr. Si vous additionnez les gens qui prennent des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs, qui fument des joints, etc., ou qui boivent, ça commence à faire beaucoup. Donc du coup, ça introduit une inversion des valeurs parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc forcément, ça pourrit tout. Ça n'incite pas les gens à réussir leur vie parce qu'effectivement, si j'ai le choix entre faire 2 ans d'études, gagner 1 800 € ou alors chouffer et faire 3 000 balles, le choix il est vite fait si je n'ai pas un équilibre personnel qui fait que... Donc la drogue est un problème. J'ai bien aimé ce qu'a dit Alain Bauer, vous l'avez cité tout à l'heure, je l'écoute beaucoup en ce moment. Moi, je n'ai pas lu son livre, mais je trouve qu'il parle très bien. C'est intéressant. Et ce qu'il dit sur la drogue est assez intéressant, et moi, je n'avais pas du tout ça en tête. Il dit qu'il faut qu'on traite le drogué comme un malade, en fait. Oui. Cette voie-là, elle est intéressante, pas au sens on va trouver des excuses aux gens qui se droguent et qui achètent du shit, mais au sens, est-ce qu'on a la bonne approche en ne mettant pas en place tout ce qu'il faut en termes de santé publique et de prévention.
notre système, moi je considère que notre lutte contre la drogue, elle a durablement échoué depuis 25 ans. On y a mis beaucoup de moyens. Les résultats sont objectivement catastrophiques. Catastrophique. Hein, alors je dis pas faut dépénaliser, ne me faisons pas dire ce que j'ai pas dit, mais je dis juste, je constate que ça a échoué. Les policiers à Mantes ont des consignes extrêmement strictes qui leur viennent du ministère de l'Intérieur sur la drogue. Ils agissent, ils font des saisies, ils interviennent encore une fois partout. Mais notre politique a échoué. Ouais. Et donc, il faut se poser les bonnes questions en se disant qu'est-ce qu'on peut changer. Mais ce qui est sûr, c'est que la drogue est un facteur aggravant d'accélération, de délitement du système et de perte complète des valeurs et de l'inversion complète des valeurs. L'inversion des valeurs qui opère, on peut se dire, depuis 10 ans, c'est ça, 10-12 ans. Bah oui, parce que quand vous êtes sur un système, normalement, le sens des valeurs, c'est vous travaillez à l'école et après vous aimez un travail et vous gagnez de l'argent et vous pouvez fonder une famille. Le modèle dominant, il est là. Et c'est le modèle dans lequel tout le monde souhaite s'inscrire, enfin aimerait pouvoir s'inscrire, on y arrive plus ou moins. Mais le système qu'on vient de décrire du trafic de drogue casse complètement ce système-là. Oui. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui est en échec scolaire peut mieux réussir, je mets plein de guillemets évidemment à réussir, mais au moins financièrement, il peut beaucoup mieux réussir que le copain qui, lui, a bossé à l'école. Sans parler du rôle des influenceurs et des réseaux sociaux là-dedans. Absolument. Il abonde dans ce sens. Forcément. Absolument. La réussite rapide, donc là, vous avez facile. un effet perverse qui est considérable, en plus des problèmes sanitaires et sécuritaires que suscitent, c'est pas qu'ils peuvent, c'est que suscitent les trafics de drogue. Moi, je suis très inquiet sur ce problème-là, parce que ça me paraît être un cancer pour la société française qui est terrible. Est-ce que c'est vrai quand Emmanuel Macron parle d'appel à la... Il nous reste très peu de temps, appel à la fermeté, il l'a encore dit il n'y a pas très longtemps. À Marseille, en allant à Marseille. Mais il a raison, c'est indispensable, parce que pour les gens qui habitent là... Est-ce qu'il le pense vraiment ? Je pense qu'il le pense vraiment, parce que pour les gens qui habitent là, c'est un enfer. La drogue, ça pourrit un quartier et ça pourrit la vie des gens qui travaillent. Quand vous allez travailler le matin, encore une fois, que vous êtes une maman, que vous prenez votre bus à 5h pour être à la Défense à 7h pour faire le ménage, quand vous avez du bruit dans votre cage d'escalier jusqu'à 2h du matin, c'est évident que c'est vous la première victime. Donc là aussi, il n'y a pas de consensus dans le quartier pour que les gens puissent vendre de la drogue de façon libre, etc. Il y a plutôt une aversion pour tout ça. Moi, ce qui me frappe beaucoup, j'ai parlé des fractures et je vais terminer là-dessus. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Moi, j'ai des filles qui ont 19 et 17 ans. Je vois la façon dont elles s'informent. Par rapport à la mienne, elle est radicalement différente. Elles ne lisent pas les mêmes médias, elles ne regardent pas les mêmes médias, etc. Elles ne regardent jamais la télévision, elles ne lisent pas les journaux. Et pourtant, elles s'informent pas mal, hein. Elles s'informent différemment. Elles vont sur d'autres sites, etc. Ce qui fait que, moi, avec mes enfants, j'ai une communauté de valeurs qui fait qu'on discute de ça, etc. Mais je vois arriver un moment où, en plus de ne pas avoir le même but, pas avoir le même sens, pas avoir les mêmes valeurs, on n'a même plus accès aux mêmes informations. Tout ça crée de la fracture, en plus. Et vraiment, le vrai risque, c'est d'avoir des gens qui vivent les uns à côté des autres, mais qui n'ont plus rien en commun. Et ça, c'est... ce serait peut-être l'idée d'une autre émission, mais comment on recrée du commun entre tout le monde. Alors. Avec plaisir. Mais c'est urgent de se poser la question, qu'est-ce qu'on a en commun ? Ce sera le mot de la fin. Vous êtes trop bavard, messieurs. Je suis désolée, c'est passionnant. On pourrait passer 3 heures ou même plus, mais malheureusement, ça touche à sa fin. Enquête de sens touche à sa fin. Philippe Guibert, merci. La suite dans votre livre, Le déclin du chef politique en France. Merci beaucoup aux instituts Cerf et à Raphaël Cognet. Et bien, bon retour à Mantes-la-Jolie.